Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Marielle, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir aujourd'hui cette journée consacrée à la réparation pénale, qui est organisée donc par la Fédération Citoyens et Justice et l'association Jean Coxtet, et de vous rencontrer, vous qui en êtes membres. Cette journée s'inscrit en effet dans notre partenariat, initié depuis maintenant de nombreuses années, puisque Citoyens Justice est signataire de la charte d'engagement réciproque du 30 janvier 2015, qui précise les modalités et le cadre de nos échanges, et puis bien sûr des actions régulièrement menées par cette fédération associative. Parmi ces actions, je tiens notamment à citer la journée du 4 décembre 2019, qui a été consacrée à la décision des magistrats et qui a permis de réfléchir aux impacts de la loi de programmation 2018-2022. Et au cours de cette journée, notamment, on a évoqué l'enquête sociale rapide réalisée dans le cadre de l'article 41 du Code de procédure pénale. Je remercie aussi Citoyens Justice pour son engagement sans faille dans les travaux des États généraux du placement qui viennent de s'engager, et sa participation active à la mise en œuvre de la justice restaurative qui me tient particulièrement à cœur, qui a d'ailleurs été, je dirais, inscrite dans le marbre du futur Code de justice pénale de la justice des mineurs, comme, je pense, un outil pédagogique, un outil aussi de réconciliation sociale absolument important. D'ailleurs, la justice restaurative est expérimentée actuellement dans plusieurs services de la protection judiciaire de la jeunesse, parfois directement par le secteur public, parfois en lien avec le secteur associatif habilité. Et ces expérimentations sont manifestement très riches et très porteuses d'efficacité dans les rapports qu'elles peuvent reconstruire entre auteurs et victimes. Notre convention annuelle d'objectifs 2019 est arrivée à son terme et je ne doute pas que la prochaine, celle qui va s'ouvrir pour la période 2020-2022, qui est élaborée conjointement et qui est d'ailleurs en bonne voie de finalisation, va garantir les modalités d'un partenariat efficace de qualité, notamment par la poursuite de la réflexion engagée avec la protection judiciaire de la jeunesse sur le contenu et les modalités de mise en œuvre des mesures judiciaires destinées aux mineurs dans le cadre des évolutions législatives et réglementaires en cours. En effet, et ça ne va être une surprise pour personne, ce qui va nous mobiliser dès 2020, c'est la réforme de l'ordonnance de 45 et le texte du futur Code de justice pénale des mineurs. Vous le savez, le gouvernement a été habilité à réformer dans un délai de 6 mois l'ordonnance de 45 et à la codifier. Ce texte qui a été publié le 13 septembre dernier fait l'objet actuellement de travaux en lien avec vous sur la partie réglementaire et doit prochainement passer devant les assemblées parlementaires en vue de sa ratification. Alors, ce texte, et c'est, je crois, très important, évidemment dans la droite ligne des grands principes qui ont été posés par l'ordonnance du 2 février 1945, à savoir, on les connaît tous, la primauté de l'éducatif, l'atténuation de la responsabilité et la spécialisation des instances de justice pénale des mineurs. Et ces principes figurent d'ailleurs dans un article préliminaire qui ouvre ce futur code. Et je crois que c'est assez essentiel. En effet, toucher à l'ordonnance de 45, c'est à la fois nécessaire, ça a été demandé depuis plus de 10 ans, et en même temps, c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement délicat, c'est extrêmement perturbant pour tous ceux qui se sont appuyés depuis des années sur ce texte fondateur de notre justice. Et justement, parce que cette ordonnance a créé une justice protectrice des mineurs, et ce, en matière pénale, avant même d'envisager la protection de l'enfance en danger, dans les cas où ce danger ne se manifeste pas par un passage à l'acte délinquant, eh bien justement, cette ordonnance a une valeur symbolique très puissante pour chacun d'entre nous. Une valeur si forte
que parfois elle fait d'ailleurs perdre de vue que l'action éducative déployée dans le domaine judiciaire et spécialement dans le domaine pénal, eh bien, elle est tout à fait légitime puisqu'elle y est née dans ce domaine pénal. Une légitimité si forte aussi qu'elle fait oublier qu'il s'agit d'un texte perfectible qui a évolué dans des directions contraires au fil du temps, perdant au passage sa cohérence. Je crois qu'il faut se souvenir un petit peu de l'histoire de l'ordonnance. À sa naissance, le volet coercitif y était très présent. Il y avait quand même jusqu'en 1981 la peine de mort pour les mineurs, et l'incarcération était loin d'être une exception. Et cette mutation de la justice des mineurs qui a accompagné donc les évolutions de l'ordonnance vers davantage d'éducatif et moins de répressif va commencer à la fin des années 50, et notamment en 1956 avec le rapport Michard sur l'observation en milieu ouvert. C'est donc seulement en 1958, le 23 décembre, que le domaine d'intervention de la justice des mineurs est étendu à l'enfance en danger. Et c'est dans les années 60 et 70, dans ces 2 décennies, que va s'opérer un véritable tournant, puisque l'accent va être mis sur l'intervention sociale, sur l'insertion sociale, sur l'insertion professionnelle, et on va supprimer des internats, souvent de grosses capacités, pour privilégier de petites structures mixtes. Donc à cette époque, et dans les années 80, le modèle de prise en charge devient essentiellement thérapeutique et protectionniste. Et en 86, la santé des mineurs passe au premier plan. Pour autant, n'oublions pas que dans les années 80, le nombre de mineurs en détention a parfois dépassé le millier, c'est-à-dire sensiblement plus qu'aux périodes les plus inquiétantes que nous avons pu traverser en 2016-2017 récemment, alors même que la population, y compris celle des mineurs, était moins importante. À cette période-là, les choses bougent aussi beaucoup au plan international et nous avons fêté très récemment les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant rédigée dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Traité que la France évidemment va ratifier comme la plupart des États du monde. Mais les débats qui vont suivre dans les années 90 vont replacer la question de la responsabilité des mineurs au cœur des discussions, en appelant à la création de la mesure éducative de réparation. En janvier 1995, une loi prévoit le renforcement de la protection judiciaire de la jeunesse pendant 5 ans, ce qui va se traduire notamment par l'augmentation des places d'hébergement et le renforcement des possibilités de prise en charge en milieu ouvert. En 2002, les centres éducatifs fermés, les sanctions éducatives sont créées. En 2007, 2 lois, protection de l'enfance, prévention de la délinquance, vont désigner le président du conseil départemental comme le chef de file de la protection de l'enfance, tandis que la protection judiciaire de la jeunesse est recentrée au pénal. Et c'est à cette période que la volonté de responsabiliser le mineur, de le mettre face à ses actes délictueux, s'exprime le plus fortement, et que l'équilibre des garanties procédurales se modifie. La procédure officieuse s'efface, l'instruction par le juge des enfants, se consacrant auparavant essentiellement à l'étude de sa personnalité, va se recentrer davantage sur la démonstration de l'existence des faits. Et elle va être moins axée sur l'analyse de l'environnement et de la personnalité du mineur. Donc, face à une procédure qui se rapproche de celle appliquée pour les majeurs, eh bien, le Conseil constitutionnel va logiquement, dans sa décision de juillet 2011, interdire au juge des enfants d'être à la fois celui qui met en examen, celui qui instruit et celui qui juge. Mais tout aussi logiquement, en 2014, la protection judiciaire de la jeunesse va définir de nouvelles orientations en mettant l'accent sur la nécessité de garantir la continuité du parcours des jeunes qui nous sont confiés, tant cet aspect est essentiel à la réussite de toute intervention éducative efficace. Si le projet de réforme de l'ordonnance reprend ses fondamentaux, il en gomme aussi les imperfections, avec pour objectif une justice pénale des mineurs qui soit à la fois plus lisible, mais aussi plus réactive, pour une réponse éducative, et j'insiste bien sur cet adjectif,
plus efficace. Pour répondre, comme le recommandent les pédopsychiatres, à la temporalité de vie psychique de l'adolescent, ancrée dans l'instant présent, il est important qu'il soit confronté rapidement à l'acte qu'il a commis, notamment pour que l'accompagnement éducatif puisse porter tous ses fruits. L'état des lieux actuellement diligenté par l'Inspection générale de la justice met d'ailleurs en évidence le fait que dans certaines juridictions très chargées, un temps important de plusieurs mois s'écoule non seulement entre la mise en examen et le jugement, mais aussi entre la convocation devant la juridiction et cette mise en examen. Ça s'explique bien sûr par des problèmes de moyens que la réforme prend en compte, j'y reviendrai, mais aussi en raison du cadre procédural spécifique actuellement en vigueur. D'où un objectif de cette réforme qui est ce jugement en 2 temps. Dans un premier temps sur la culpabilité, dans un second temps sur la sanction. Ce sont des réflexions qui aboutissent à l'issue de nombreux travaux qui remontent à plus de 10 ans maintenant. D'abord la commission Varinard, ensuite le projet de loi de Mme Taubira, qui n'a finalement pas vu le jour, mais qui était également fondé sur cette logique. Donc le second temps, à l'issue de la déclaration de culpabilité, le second jugement va intervenir après une période qui va être appelée mise à l'épreuve éducative et qui va durer de 6 à 9 mois, ce qui fait entre la saisine de la juridiction et la décision un délai de l'ordre de 12 mois. Mais cette période de mise à l'épreuve éducative, elle est destinée évidemment à faire tout ce travail éducatif qui est central dans la justice des mineurs, à mieux cerner la personnalité et l'environnement du jeune et à engager le travail éducatif. Car d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, la prise en charge éducative n'a pas du tout vocation à s'arrêter systématiquement au moment de la décision sur la sanction. Bien au contraire. Elle peut se poursuivre dans le temps, en fonction des nécessités de la prise en charge, parallèlement ou pas avec une décision sur une peine, et en fonction des besoins du jeune. Ça peut même durer pendant 5 ans, jusqu'à, en tout cas, les 21 ans de la personne concernée. Et le Code prévoit d'ailleurs la possibilité, c'est assez nouveau, qu'une mesure éducative puisse être prononcée à ce stade de la sanction, alors même que l'intéressé, qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur. Ces mesures peuvent être de toute nature, on le verra, c'est une mesure unique mais modulable. On peut y intégrer du placement, de la réparation, de la santé et de l'insertion. Alors bien sûr, les débats parlementaires sont susceptibles de faire évoluer ce texte. Néanmoins, cet aspect un peu binaire de la procédure, c'est-à-dire la suppression de la phase d'instruction devant le juge des enfants et l'instauration de cette nouvelle procédure en tout temps, sont évidemment centrales, et je crois qu'il est nécessaire de commencer à y réfléchir, ce que nous avons tous fait dans la perspective d'une entrée en vigueur qui, en tout état de cause, est prévue au mois d'octobre 2020. Des moyens importants, un accompagnement et des moyens importants ont été prévus. Accompagnement par l'ensemble du ministère pour aider les juridictions à faire face à la gestion des stocks existants et puis à l'entrée en vigueur à venir, mais également des moyens humains, puisqu'il est prévu la création de 70 postes de magistrats, de 100 postes de greffiers et d'une centaine de postes d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre du budget 2020. Les travaux actuellement en cours sont destinés à cibler les juridictions qui présenteraient les stocks les plus importants, les difficultés les plus importantes, pour permettre justement de mettre à cet endroit-là les renforts les plus importants également. J'en viens un peu plus à ce qui vous intéresse en tant que fédération du secteur associatif habilité, c'est-à-dire la question des mesures éducatives. Ces mesures éducatives ont été fusionnées dans le projet en une seule mesure éducative judiciaire unique, donc, conçue comme une sorte de boîte à outils, à l'intérieur de laquelle la juridiction pourra choisir de prononcer un ou plusieurs modules afin de répondre au plus près aux besoins du mineur et de son évolution.
Alors, le concept, c'est qu'il y a une mesure de milieu ouvert socle qui est systématiquement prise en compte par la protection judiciaire de la jeunesse, son secteur public, de manière à assurer cette continuité du parcours qui nous est évidemment précieuse. Mais que les modules peuvent être mis en œuvre, et particulièrement le module de réparation et de médiation peut être mis en œuvre par le secteur associatif habilité et évidemment à tous les stades de la procédure, qu'il s'agisse du pré-sententiel, ça ne change pas, dans le cadre des alternatives aux poursuites, mais qu'il s'agisse aussi du post-sententiel, que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif. Donc, je crois que, comme je le disais tout à l'heure à l'occasion d'une petite interview, on aura véritablement un développement, je pense, de ces mesures qui présentent un intérêt particulier en ce qu'elles ont un caractère tout à fait pédagogique, en ce qu'elles prennent aussi en compte la victime. C'est quelque chose qui, je crois, est un peu dans le même esprit, même si les modalités sont très différentes, mais c'est quand même dans le même esprit que la justice restaurative. Et avec cette différence importante que la justice restaurative est totalement étanche avec la procédure pénale, puisqu'elle peut se dérouler sans aucun lien avec elle, qu'elle nécessite bien sûr le consentement des deux parties prenantes et qu'elle n'a aucune influence sur le déroulement de cette procédure pénale. Mais ceux avec qui j'ai échangé et qui mettent en œuvre la justice restaurative y voient vraiment un intérêt particulier sur, je dirais, la relation entre l'auteur et la victime, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une personne précise ou d'un principe, et l'impact fort que ça peut avoir sur ces deux personnes, la manière dont elles vont se regarder ensuite, et donc l'impact éducatif, mais aussi sur les professionnels qui mettent en œuvre ces mesures et qui changent progressivement de regard sur ces questions-là. Et je pense que dans le domaine de la réparation, c'est quelque chose qu'on pourra tout à fait vivre de la même manière avec le développement qui peut en être attendu. Les investigations sur la personnalité sont également renforcées par le projet de texte, puisque à chaque fois qu'une instruction judiciaire, puisque bien sûr l'instruction ne disparaît pas, je vous ai parlé que de l'axe principal de la réforme, mais il y a des tas de choses qui demeurent, et notamment l'instruction en matière criminelle ou dans les affaires les plus complexes. Eh bien, la mesure d'investigation judiciaire est obligatoire lorsqu'on ouvre une instruction pour un mineur. Je souhaite d'ailleurs qu'il y ait vraiment un développement des mesures d'investigation judiciaire. La notion d'évaluation de la situation du mineur est très mise en avant par le texte. Et c'est vrai qu'on avait observé qu'en matière pénale, il y a eu récemment un audit de la mesure judiciaire d'investigation, enfin une inspection plus exactement, et on avait observé que ces mesures étaient très peu utilisées en matière pénale, alors qu'elles l'étaient beaucoup en matière civile. Je pense que c'est important de favoriser son développement. Et donc la richesse des modules, la possibilité pour le secteur associatif de s'y investir, le lien à faire avec le droit commun aussi, pour ces jeunes qui ont besoin de s'y retrouver le plus vite possible, eh bien c'est quelque chose qui est vraiment dans les orientations de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, un peu dans le même esprit de la mesure éducative d'accueil de jour, qui a été créée par la loi de programmation pour la justice, qui est une sorte d'intermédiaire entre le placement et le milieu ouvert et qui participe de cette diversification que l'on souhaite pour les prises en charge, parce que même si parfois certains peuvent le dire, moi j'affirme que les centres éducatifs fermés, même si on en augmente le nombre pour avoir une couverture du territoire plus grande et surtout pour les implanter de façon beaucoup plus opérante et qualitative, eh bien, ne sont pas l'alpha et l'oméga du placement. Les travaux en cours sur les états généraux de l'hébergement, d'ailleurs, le montrent bien. Et nous recherchons à la fois à diversifier les solutions d'accueil, y compris le placement à domicile, la mesure éducative d'accueil de jour, qui est donc cet intermédiaire, mais aussi une revalorisation des unités d'hébergement collectif par notamment d'importants travaux immobiliers que nous mettons en œuvre actuellement pour en rénover un grand nombre, parce que je suis persuadée que la qualité du bâtiment d'accueil
des mineurs, qui joue aussi bien sûr sur les professionnels qui les accompagnent, est un facteur essentiel de qualité de prise en charge. Dans le cadre du module réparation, il y a aussi cette activité de médiation. Et je crois que là aussi, nous avons une réflexion que nous avons commencé à mener dans le cadre des travaux réglementaires pour bien définir ce qu'est cette mesure de médiation, également porteuse des mêmes enjeux que ceux que je citais tout à l'heure. Je sais que Citoyens et Justice est particulièrement mobilisée pour toutes ces missions et qu'elle aura vocation, cette fédération, dans le cadre du projet de réforme, à poursuivre son expertise et ses interventions donc dans ce cadre très vaste qui va des alternatives aux mesures décidées à titre définitif. Vous êtes largement associés aux travaux préparatoires en cours. Vous serez consultés, bien sûr, sur le projet de décret avant que nous en saisissions le Conseil d'État. Et je crois vraiment que la mise en œuvre de cette réforme conduit à renforcer nos liens et à ajouter une nouvelle coordination entre protection judiciaire de la jeunesse et secteur associatif habilité lorsque nous interviendrons successivement ou conjointement en faveur des mineurs dans les différentes étapes que la nouvelle procédure va poser. La construction de nos outils et l'amélioration de nos pratiques commencent donc dès à présent, au cours de cette journée consacrée à la réparation pénale. Et je vous remercie à la fois pour votre attention, mais surtout pour votre engagement au quotidien au service de la justice des mineurs.